Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux qui commencent par une mécanique et d'autres qui commencent par une idée. Ici, l'idée est simple, mais elle pose directement une ambiance assez unique. Vous êtes une âme défunte, enfermée dans une pyramide en attente du jugement final. Votre cœur va être pesé face à la plume blanche de Matt. Et si ce cœur est trop lourd, il restera hors de portée de l'au-delà. Alors votre objectif est clair, l'alléger, le purifier, et espérer que le moment venu, votre âme soit jugée digne. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette pyramide. Dans Scarab Sands, chaque joueur incarne une âme qui tente de se préparer pour ce jugement. Et pour y parvenir, vous allez envoyer des scarabées à travers les différentes salles de la pyramide, pour en prendre le contrôle, récupérer des pouvoirs, et alléger votre âme au fur et à mesure. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties qui durent de 30 à 90 minutes. Il a été conçu par Miguel Armida Ayata et Antonio Liga, illustré par Bank Lachor. Le jeu est édité par Strange Game Studio. Le jeu connaîtra prochainement une campagne de financement participatif et vous trouverez en description le lien de la vidéo pour aller voir tout ça par vous-même. Dès qu'on installe le plateau, on découvre une pyramide divisée en salles sacrées, chacune ayant un rôle particulier pour la progression de la partie. En Scarab Sands, le déplacement se planifie en secret. Chaque joueur place ses ordres derrière un écran, en anticipant ce que vont faire les autres. Ou du moins essayer. On regarde la position des scarabées sur le plateau, on essaie d'imaginer les mouvements. On se demande qui va tenter de prendre telle ou telle salle, puis les écrans se lèvent. Et là, tout devient clair. Les scarabées se déplacent, certains se retrouvent dans la même salle. Les combats deviennent inévitables et la pyramide commence à s'animer. Petit à petit, certaines salles deviennent des points de tension évidents. Le sommet de la pyramide, évidemment, mais aussi les salles liées aux dieux, comme Anubis ou Osiris. Et chaque décision compte, car la résolution des salles se fait dans un ordre précis. Dans le jeu, on observe beaucoup les joueurs, on surveille qui se rapproche de la victoire. Et il y a toujours une tension constante, très stratégique. Chaque joueur commence avec plusieurs genres qui représentent la lourdeur de son cœur, et son objectif est simple, les perdre avant les autres. Certaines salles permettent d'alléger ce poids, certains combats le permettront également. Mais évidemment, les autres joueurs cherchent exactement la même chose. Alors la question devient assez simple, comment se déplacer dans cette pyramide ? Comment prendre le contrôle des salles importantes? Et surtout, comment réussir à alléger son cœur avant les autres? Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que l'on a posé le décor et compris l'idée générale, on va regarder tout ça de manière beaucoup plus concrète. On va regarder la manière dont la pyramide s'installe sur la table, parce que la mise en place donne déjà une bonne idée de la structure du jeu. Ensuite, on prendra le temps de voir comment se déroule un round, comment les scarabées se déplacent dans les différentes salles, et comment fonctionnent les combats, qui sont vraiment au cœur de la dynamique du jeu. On regardera aussi les salles importantes de la pyramide, les récompenses qu'elle propose, et la manière dont on progresse vers la victoire, en perdant progressivement ses genres canopés. Et puis une fois que les règles seront bien posées, on prendra un peu de recul pour parler de ce que le jeu crée réellement autour de la table, avec un avis plus personnel sur l'expérience qu'il propose. Donc, si vous voulez savoir comment Scarab Sands se joue concrètement, on va commencer tout de suite. Je tiens à vous dire que c'est une version prototype que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous parler du jeu. La campagne débutera bientôt. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Donc des choses peuvent encore évoluer, mais comme ça me permet de vous donner une idée générale du jeu, de son fonctionnement, de ses différents tenants et aboutissants. Scarab Sands est un jeu compétitif de contrôle de territoire pour 2 à 4 joueurs qui se déroule dans l'Égypte antique. Dans ce jeu, vous incarnez des âmes défuntes à l'intérieur d'une pyramide, en préparation pour le jugement final, afin de pouvoir accéder à l'au-delà. Le cœur de chaque âme défunte est pesé face à la plume blanche de vérité de la déesse Matt. À l'intérieur de la pyramide, certaines salles sacrées peuvent vous aider à réduire le poids de votre cœur. Vous disposez d'unités de scarabées sous votre commandement, qui combattront pour prendre le contrôle de ces salles. Seule l'âme possédant le cœur le plus léger est jugée en harmonie et pourra accéder à l'au-delà. L'objectif du jeu est simple, chaque joueur commence la partie avec 5 jetons de genre de canopée. Le but du jeu est de les perdre tous. Le premier joueur, qui n'a plus aucun jeton de genre canopée, remporte la partie. La partie se termine immédiatement dès qu'un joueur a atteint cet objectif. Pour la mise en place, placez le plateau pyramide au centre de la table. Placez les disques Obélix dans leurs salles respectives, Anubis dans la salle 5, Osiris dans la salle 8, Horus dans la salle 9. Constituez une réserve générale contenant les différents dés de combat, les jetons de flèches de commandement, les marqueurs de scarabées volants. Placez ces éléments à portée de tous les joueurs. Chaque joueur choisit une couleur. Il va récupérer un plateau joueur, un écran de sa couleur, de très bonne qualité, et toutes les unités scarabées de sa couleur, soit 10 scarabées de base, 4 scarabées volants, 4 scarabées blindés. Parmi les scarabées de base, 7 sont immédiatement placés sur le plateau principal à la salle 14. Les autres unités constituent la réserve du joueur. Ensuite, le joueur prend le jeton mat de sa couleur et le place sur la deuxième case de la piste de faveur de mat, qui vaut 1 faveur de mat, situé dans la salle 15 du plateau. Chaque joueur reçoit 7 jetons de genre canopé, qu'on appellera simplement jetons de genre. Ils ont une face cœur, ainsi qu'une face larve. Placez-les à côté du plateau joueur avec la face cœur visible.
Depuis la réserve générale, chaque joueur prend, à 2 et 3 joueurs, 2 jetons de flèche de commandement, un jeton de flèche de commandement si la partie se joue à 3 ou 4 joueurs. Chaque manche de Scarab Sands se divise en 3 phases. Une phase de mouvement, suivie d'une phase de résolution, puis une phase de rafraîchissement. La phase de rafraîchissement sert à préparer les joueurs pour la manche suivante. Pendant la phase de mouvement, les unités de scarabée peuvent être déplacées vers différentes salles. Les déplacements se font dans un ordre précis, selon le type d'unité. Scarabée de base, scarabée volant, scarabée blindé. Pendant la phase de résolution, toutes les salles sont activées dans l'ordre numérique. L'activation commence par la salle 1, puis on continue. Et une salle suivante n'est activée que lorsque la précédente est complètement résolue. Dans les salles 1 à 13, les combats sont résolus, puis les récompenses de la salle sont activées. Dans les 2 salles situées en bas, la 14 ainsi que la 15, tous les joueurs effectuent des actions générales. La phase de résolution est également le moment où des jetons de jarre peuvent être perdus et des unités peuvent être améliorées. De nouvelles unités peuvent également apparaître. Les joueurs continuent d'enchaîner les manches jusqu'à ce qu'un joueur remporte la partie. Pendant la phase de rafraîchissement, chaque joueur rafraîchit ses flèches de commandement épuisées, c'est-à-dire celles que vous avez utilisées, en les plaçant dans la zone en haut à droite de son plateau joueur, à cet endroit-là. Chaque joueur possédant des scarabées volants sur le plateau. Pour chaque joueur ayant des scarabées volants présents sur le plateau, vous retirez les figurines des scarabées volants de la salle de la pyramide, puis vous les placez dans la zone située en haut à droite du plateau principal. Prenez un marqueur scarabée volant pour chaque scarabée volant placé dans cette zone. C'est-à-dire que si j'avais un scarabée volant à cet endroit-là, il vient ici, et je prends un de ces jetons. Durant la phase de mouvement, tous les joueurs planifient simultanément leur déplacement, puis exécutent ces déplacements. Les déplacements sont résolus séparément pour chaque type d'unité, dans l'ordre suivant. Scarabée de base, scarabée volant, scarabée blindé. Rentrons maintenant plus en détail dans les différentes phases. La phase de mouvement se déroule par type d'unité dans un ordre précis. D'abord, comme je vous disais, le déplacement des scarabées de base. Tous les joueurs cachent leur plateau avec leur écran. Ensuite, ils placent secrètement leur flèche de commandement sur la petite carte présente sur le plateau, de manière à indiquer un déplacement, depuis une salle dans laquelle ils possèdent des scarabées de base, vers n'importe quelle salle adjacente. Les flèches de déplacement possèdent 2 faces. Une face pour déplacer un seul scarabée, une face pour déplacer 3 scarabées à la fois. Les scarabées ne peuvent pas entrer dans la salle 15, la salle de faveur de mat. Les joueurs peuvent choisir de ne pas utiliser toutes leurs flèches de commandement à ce moment-là, et de les conserver pour déplacer leurs scarabées blindés plus tard dans la phase de mouvement. À partir de maintenant, je vais vous montrer des exemples, donc des fois ça peut bouger. Je pourrais, par exemple, de manière cachée, placer mon jeton comme ceci, 3 scarabées vers cette salle-là. Une fois que tous les joueurs ont terminé de placer leurs flèches, les écrans sont retirés. Le déplacement de scarabées de base est effectué sur le plateau principal. Les déplacements sont résolus simultanément pour toutes les salles. Il n'y a pas d'effet en cascade dans les déplacements. Cependant, si 2 flèches indiquent un déplacement depuis une même salle vers plusieurs salles différentes, il faut d'abord résoudre le déplacement vers la salle ayant le numéro le plus bas. Si une flèche indique un déplacement de 3 scarabées, mais qu'il y a moins de 3 unités présentes, vous déplacez toutes les unités disponibles. Par exemple là, je me déplacerai comme ceci. Une fois tous les déplacements résolus, placez toutes les flèches de commandement utilisées durant cette étape de mouvement à l'extérieur de la zone cachée par l'écran. Là, vu que je l'ai utilisé, je le remettrai au-dessus, je mettrai mon écran par-dessus. Ces flèches ont à leur épuisé, elles ne pourront être réutilisées qu'au round suivant après la phase de rafraîchissement. Ensuite, vous allez déplacer les scarabées volants. Chaque joueur recouvre à nouveau son plateau avec son écran. Puis il place secrètement tous les marqueurs de scarabées volants dans n'importe quelle salle sur son plateau joueur. Donc imaginons que j'ai un scarabée volant, de manière cachée, je pourrais par exemple le mettre ici. Quand tous les joueurs sont prêts, les écrans sont retirés. Les scarabées volants seront déplacés sur le plateau principal dans les salles correspondantes à celles indiquées sur les plateaux joueurs. Donc là j'ai mis la 9, j'irai à la salle 9. Une fois tous les déplacements résolus, placez tous les marqueurs de scarabées volants dans la zone indiquée en haut à droite de la pyramide. Comme ceci, comme je vous ai montré plus tôt. Nous arrivons maintenant au déplacement des scarabées blindés. Cette étape se résout de la même manière qu'au déplacement des scarabées de base. Les scarabées blindés se déplacent exactement comme les scarabées de base, en utilisant les flèches de commandement s'il en reste qui ne sont pas épuisées, en respectant l'adjacence des salles. Les scarabées blindés sont les derniers à se déplacer. C'est donc à ce moment-là que la quantité d'informations disponible au moment du déplacement est la plus élevée. Nous arrivons maintenant à la phase de résolution.
Pendant la phase de résolution, toutes les salles de la pyramide sont activées dans l'ordre numérique, de 1 à 15. Cela signifie que la salle 2 ne s'active qu'après que la salle 1 ait été entièrement résolue. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pour les salles sacrées, de 1 à 13. Lorsqu'elle s'active, si un seul joueur possède des unités de scarabée dans la salle, il contrôle automatiquement la salle. Donc là, dans cet exemple-là, je contrôle cette salle. Et si ce joueur-là était ici, il contrôlerait cette salle. Si plusieurs joueurs possèdent des unités scarabée dans la salle, comme par exemple, si on était comme ceci, un combat se déclenche. Les joueurs doivent alors combattre jusqu'à ce qu'un seul joueur contrôle la salle, ou qu'aucun joueur ne la contrôle. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur le détail des combats. Une fois la salle contrôlée, le joueur qui la contrôle peut choisir d'obtenir la récompense de la salle si une récompense est présente. Par exemple, cette récompense est de faire apparaître un scarabée de base dans la salle 14. Ce symbole-là signifie que vous gagnez un jeton de déplacement. Ici, vous perdez un jeton genre. Ce symbole-là, vous augmentez votre faveur de maths. Ici, donc là il y a le 2, donc vous choisissez un des deux. Mais ici, ce symbole-là, c'est convertir une unité dans cette salle en unité en scarabée volant. Et celle-là, c'est convertir en scarabée blindé. Donc une fois que la récompense est obtenue, la salle est considérée comme résolue. Et comme vous le voyez, la récompense la plus puissante se retrouve en haut de la pyramide. Les salles obélisques, 5, 8 et 9, sont associées à un dé correspondant à un dieu. Un joueur qui contrôle une de ces salles conquiert le dé obélisque correspondant. Il le prend soit depuis le plateau, soit depuis le joueur qui possédait précédemment ce dé. Les dés obélisques peuvent fournir des avantages très puissants lors des combats. De plus, si un seul joueur contrôle les 3 salles, ou possède les 3 dés obélisques, même si aucune troupe ne contrôle plus ces salles, alors il perd un jeton genre à la fin de la résolution de la salle 9. Comme vous le voyez, c'est rappelé à cet endroit-là. Les cryptes constituent la zone d'apparition des nouvelles unités de scarabée. Dans cette salle, aucun combat n'a lieu. La salle ne peut pas être contrôlée par un joueur. Lorsque cette salle est résolue, tous les joueurs qui possèdent des jetons de genre retournés sur leur face larve doivent les retourner sur leur face cœur. Pour chaque jeton retourné de cette manière, le joueur fait apparaître un scarabée de base depuis sa réserve dans la salle 14. Imaginons que nous arrivions à la résolution de cette salle et que mon jeton est sur cette face-là. Je le retourne et je ferai apparaître un scarabée ici. Si un joueur retourne plus de jetons que le nombre de scarabées de base disponibles dans sa réserve, il fait apparaître toutes les unités de base restantes dans sa réserve, puis perd un jeton de genre supplémentaire. Ici, c'est la salle de la faveur de maths. Les joueurs suivent la quantité actuelle de faveur de maths qu'ils possèdent sur les marches de la piste de la faveur dans cette salle. Même si aucun scarabée ne peut entrer dans la salle, tous les joueurs peuvent effectuer les actions disponibles lorsque la salle est résolue. Ces actions permettent de convertir la faveur de maths en échange. Avec 2, c'est obtenir une faveur de commandement et faire apparaître un scarabée de base dans la chambre 15. 4 faveurs vous permettent de perdre un jeton jar. Lorsqu'un joueur convertit la faveur de maths en avantage, il doit réduire sa quantité actuelle de faveur sur la piste en descendant son jeton. Si plusieurs joueurs perdent leur dernier jeton de jar en dépensant la faveur de maths, ils gagnent ensemble. Si les joueurs souhaitent départager cette égalité, chaque joueur n'ayant plus de jetons jar place toutes ses unités actuellement présentes sur un plateau dans la salle 15. Un combat est déclenché jusqu'à ce qu'un seul joueur contrôle la salle. Ce joueur remporte la partie. Si tous les scarabées sont éliminés durant ce combat, les joueurs impliqués gagnent toujours ensemble. Entrons maintenant un petit peu dans les combats. Un combat se déclenche lorsque des troupes appartenant à 2 joueurs ou plus se trouvent dans une salle parmi les salles 1 à 13 au moment où cette salle s'active pendant la phase de résolution. Cela signifie que le combat a lieu uniquement après que tous les types d'unités ont terminé leur déplacement. Le combat se déroule en plusieurs rounds, chacun composé de 5 phases. Création de la réserve de dés, lancer des dés, dépense de la faveur, résolution des dés, retournement des jetons de jar. Si après un combat, des unités appartenant à différents joueurs sont toujours présentes dans la salle active, un nouveau round de combat commence immédiatement. Les rounds continuent jusqu'à ce qu'un seul joueur contrôle la salle ou qu'aucun joueur ne la contrôle. Lorsque cela se produit, le joueur contrôlant la salle doit choisir d'obtenir ou non la récompense de la salle. Tous les joueurs ayant participé au combat mais ne contrôlant pas la salle à la fin augmentent leur faveur de maths de 1 en déplaçant leur marqueur d'une case vers la droite dans la salle 15. Chaque round suit donc les étapes suivantes. Tous les joueurs impliqués dans le combat prennent un dé de combat pour chaque scarabée qu'ils possèdent dans la salle. Les différents types d'unités utilisent des dés différents. Les dés blancs, ce sont pour les scarabées de base. Ces dés-là, pour les scarabées volants, et ces dés-là, pour les scarabées blindés. De plus, les joueurs qui contrôlent les dés obélisques non épuisés peuvent choisir d'en ajouter un ou plusieurs à leur réserve de dés. Tous les joueurs impliqués dans le combat lancent leurs dés simultanément. Après le lancer, les joueurs vérifient,
puis compare les résultats obtenus. Et un joueur ayant obtenu des touches mineures, c'est comme ceci, ou comme cela, peut décider de dépenser de la faveur pour les convertir en touches majeures, qui sont donc comme cela. Bien entendu, les dés n'ont pas la même répartition. Il n'existe aucune limite à la quantité de faveurs de maths pouvant être dépensées de cette manière, à condition que le joueur possède suffisamment de faveurs et qu'il dispose du nombre de touches mineures nécessaires. Lorsque plusieurs joueurs doivent prendre cette décision, ils le font simultanément. Pour cela, les joueurs peuvent utiliser des flèches de commandement provenant de la réserve générale. Chaque joueur prend secrètement dans sa main une flèche pour chaque point de faveur qu'il souhaite dépenser. Ensuite, tous les joueurs révèlent leurs mains simultanément. Ils dépensent la faveur de maths décidée, puis le combat confirme sa résolution. Les flèches de commandement utilisées de cette manière sont remises dans la réserve générale. Vient ensuite la résolution des dés. Durant cette phase, tous les symboles de dés sont résolus, à l'exception des icônes spéciales présentes sur les dés obélisques. La plupart des symboles sont donc des touches majeures ou mineures. Vous avez également des boucliers et les ratés. Les touches servent à éliminer les unités adverses, tandis que les boucliers annulent les touches. Lorsqu'un combat implique plusieurs joueurs, chaque joueur attaque le joueur situé à sa gauche. Le joueur attaquant choisit toujours quel scarabée du joueur défenseur est éliminé. Si un joueur obtient plus de touches que nécessaire pour éliminer tous les scarabées de son adversaire, les touches restantes sont appliquées au joueur suivant sur sa gauche et ainsi de suite. Une touche tue un scarabée. Prenons donc un exemple ici. Ce joueur-là va lancer... Le joueur rouge lance ça, il rate les deux. Le joueur bleu fait ce résultat-là. Il arrive à éliminer les deux, qui sont retournés à son propriétaire. Si le joueur rouge avait fait ce symbole-là, le joueur bleu aurait pu se protéger grâce au bouclier. À la fin du round de combat, les joueurs retournent des jetons de genre en fonction des unités qu'ils ont perdues. Pour chaque scarabée de base perdu durant ce combat, le joueur retourne un jeton de genre de la face cœur vers la face larve, comme ceci. Donc là, s'il en avait perdu deux, il aurait dû retourner 2 jetons. Pour chaque scarabée volant, vous retournez 2 jetons. Pour chaque scarabée blindé, 2 jetons, puis vous faites immédiatement apparaître un scarabée de base dans la salle 14. Si un joueur a déjà retourné tous ses jetons sur la face larve, il ignore cette étape. Les jetons de genre sont retournés sur leur face cœur lors de la résolution de la salle 14. Pour chaque jeton retourné de cette manière, un scarabée de base apparaît dans la salle 14, je vous rappelle. Prenons un petit peu le détail des symboles. Une touche mineure permet d'éliminer un scarabée de base. 2 touches mineures peuvent être utilisées comme une touche majeure afin d'éliminer un scarabée volant ou un scarabée blindé. Un joueur peut dépenser une faveur de maths pour transformer une touche mineure en touche majeure. Une touche majeure permet d'éliminer n'importe quel type de scarabée, sauf si elle est bloquée par un bouclier, comme ceci. Une touche majeure ne peut pas être utilisée pour éliminer 2 scarabées de base. Un bouclier annule une touche majeure ou 2 touches mineures, s'il n'y a pas de touche majeure à annuler. Un bouclier ne bloque pas l'effet du symbole d'Anubis. Passons maintenant aux dés spéciaux. Avec le dé d'Anubis, donc cette face-là, et les autres, il n'y est pas. Tous les scarabées de tous les joueurs présents dans la salle active sont éliminés. Les boucliers ne protègent pas contre Anubis. Lorsque cet effet se déclenche, le dé est épuisé, il est replacé dans la salle 5. Le symbole spécial d'Osiris, le joueur perd un jeton de genre. Lorsque cet effet se déclenche, le dé est épuisé, il est replacé dans la salle 8. Le symbole d'Horus, toutes les unités scarabées appartenant au propriétaire du dé et éliminées durant son round de combat sont ramenées à la vie dans la salle active. Les jetons de genre sont tout de même retournés sur la face larve comme si les scarabées avaient été éliminés. Lorsque cet effet se déclenche, le dé est épuisé, il est replacé dans la salle 9. C'est la seule manière de survivre à l'effet d'Anubis. Et ici, c'est l'apparition de scarabée. Un scarabée de base apparaît dans la salle 14. Cet effet n'épuise pas le dé. Il y a plusieurs façons de perdre un jeton de genre. Un joueur peut perdre un jeton dans les situations suivantes. Il contrôle la salle 1 au sommet de la pyramide. Il possède les 3 dés lorsque la salle 9 est résolue. Obtenir le symbole genre sur le dé Osiris. Retourner plus de jetons de la face larve vers la face cœur que le nombre de scarabées de base dans la réserve. Lors de la résolution de la salle 14. Dépenser 4 faveurs de maths dans la salle 15 lors de sa résolution. Lorsqu'un joueur doit perdre les jetons de genre, il perd en priorité ceux qui sont sur la face cœur, sauf si tous ces jetons sont déjà sur la face larve. Un joueur peut gagner la faveur de maths dans les situations suivantes. Participer à un combat sans contrôler la salle à la fin de celui-ci. Obtenir la récompense potentielle de la salle 7, qui offre le choix entre gagner une faveur de maths ou améliorer une unité en scarabée volant. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Vous voyez, il y a aussi toute l'iconographie qui est très bien rappelée, que ce soit sur le plateau ou même sur votre mini plateau joueur. Vous avez ici également tout qui est rappelé. Donc c'est vraiment très ergonomique. Donc avant qu'on parle de mon ressenti sur Scarab Sands, dites-moi en commentaire, est-ce que ce genre de jeu de contrôle de territoire dans une pyramide vous intrigue?
Si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un like. Ça aide vraiment la chaîne à continuer à explorer ce genre de nouveaux jeux. Quand on s'installe pour une partie de Scarab Sands, la première chose qui marque, c'est l'atmosphère assez particulière que le jeu installe autour de la table. On est dans un jeu de contrôle de territoire, mais avec une idée centrale assez originale. Au lieu d'accumuler quelque chose pour gagner, on cherche au contraire à se débarrasser progressivement de ces genres canopés, symbolisant le poids du cœur dans la balance du jugement. Cette inversion d'objectif donne immédiatement une lecture différente de la progression de la partie. On ne construit pas une avance classique, on se rapproche de notre libération. Et cette petite particularité influence beaucoup la manière dont les joueurs abordent le plateau. Dès les premiers tours, on ressent une tension assez douce mais constante. Le jeu n'est pas chaotique, mais il n'est pas non plus frénétique. Il se développe plutôt dans un rythme posé, où chaque phase compte vraiment. La phase de mouvement, par exemple, est probablement l'un des moments les plus intéressants du jeu. Le fait de planifier ses déplacements derrière un écran crée une situation où chacun essaie d'anticiper les autres. On observe la position sur le plateau, on imagine ce que les adversaires peuvent tenter, et on prend des décisions avec une part d'incertitude. Quand les écrans se lèvent et que les déplacements sont révélés, il y a souvent un petit moment d'analyse collective autour de la table. Les joueurs regardent la pyramide, repèrent les confrontations qui vont se produire et commencent à comprendre comment la résolution va se dérouler. C'est là que le jeu prend vraiment vie. Certaines salles deviennent des points de tension naturels. Le sommet de la pyramide attire forcément l'attention, puisque le contrôler permet de perdre un jeton genre canopé. Les salles liées au obélisques apportent une dimension supplémentaire, parce qu'elles peuvent influencer le combat de manière très marquée. Petit à petit, le plateau se transforme en une sorte de carte d'opportunité et de danger. Chaque position peut devenir intéressante à un moment donné, mais s'y installer trop tôt peut aussi provoquer des combats difficiles. Les combats justement sont assez représentatifs de l'équilibre que recherche le jeu. Ils restent relativement simples dans leur structure, mais ils ne sont pas dénués de décisions. Les dés apportent une part d'incertitude, mais la faveur de maths permet de modifier légèrement le résultat. Cette ressource agit un peu comme une soupape stratégique. On peut choisir de laisser le hasard décider, ou bien investir pour sécuriser une situation importante. Cela crée des moments où l'on réfléchit réellement à la valeur d'un combat. Est-ce que cette salle vaut la peine d'y dépenser des ressources? Est-ce que je préfère accepter une perte maintenant pour garder des options plus tard? Ce type de dilemme apparaît assez naturellement au fil de la partie. Ce qui fonctionne très bien, c'est que les combats ne sont pas uniquement des moments de confrontation. Même un joueur qui perd une salle peut en tirer quelque chose. Cela atténue un peu la brutalité des affrontements et maintient une forme de progression pour tous les joueurs. On n'a pas l'impression d'être complètement bloqué après un mauvais combat, ce qui contribue à garder une atmosphère relativement sereine autour de la table. Le thème de son côté est très bien intégré. On sent que les mécaniques ont été construites pour soutenir l'idée du jugement de l'âme dans l'Égypte antique. Les salles de la pyramide, la présence des dieux comme Anubis, Osiris ou Horus, et la notion de faveur de maths créent un cadre cohérent. Le jeu donne suffisamment de repères pour que les actions aient du sens. Contrôler le sommet de la pyramide, invoquer l'influence d'un dieu ou alléger son cœur via certaines salles s'inscrit naturellement dans ce contexte. Du côté des décisions, Scarab Sands encourage surtout la lecture du plateau et le timing. Les joueurs doivent constamment évaluer quelle salle valent l'investissement et à quel moment agir. Il est parfois préférable de laisser les autres se battre entre eux, pour une position importante avant d'intervenir. À d'autres moments, il faut au contraire agir rapidement pour prendre un avantage. Le jeu récompense donc une certaine patience et une bonne capacité d'observation. On ne gagne pas uniquement en envoyant ses unités partout, mais en choisissant les bons moments pour intervenir. Les règles sont accessibles, même s'il y a plusieurs systèmes qui s'imbriquent, les déplacements secrets, les différents types de scarabées, les combats avec les dés, les récompenses de salles. Mais une fois la structure d'un tour comprise, tout devient assez logique. Le déroulement suit un ordre clair, et les joueurs prennent rapidement leurs repères. Après une première partie, la plupart des mécanismes deviennent assez naturels. La rejouabilité repose en grande partie sur les interactions entre les joueurs. Comme les déplacements sont planifiés secrètement et que les combats dépendent de nombreuses situations différentes, le plateau évolue de manière assez organique. Les parties peuvent prendre des directions très différentes selon les décisions des joueurs et les alliances temporaires qui se créent parfois autour de certaines salles. C'est un jeu qui se renouvelle en partie par la dynamique propre à chaque table. Pour le public, Scarab Sands fonctionnera bien avec des groupes qui apprécient les jeux d'affrontement tactique sans pour autant chercher quelque chose de très agressif. L'interaction est bien présente, mais elle reste encadrée par les mécaniques de jeu. À ceux qui aiment réfléchir à leur positionnement, anticiper les mouvements adverses et gérer un peu d'incertitude devraient y trouver une expérience très intéressante. Scarab Sands est un jeu réfléchi qui construit sa tension progressivement. Il propose un cadre clair dans lequel les joueurs peuvent se livrer à une lutte tactique très élégante. Les moments de révélation des mouvements, les combats décisifs pour certaines salles et la course finale pour perdre sa dernière jarre créent régulièrement des situations mémorables. C'est un jeu qui peut prendre toute sa dimension avec des joueurs impliqués, capables de lire le plateau et d'anticiper les autres. Il offre des parties tendues, stratégiques et très disputées, avec ce petit mélange de planification et d'incertitude qui donne envie d'y revenir encore et encore. Donc voilà pour ce jeu que j'ai beaucoup apprécié, donc je vous invite à aller voir la page pour être premier du lancement. Je trouve que l'éditeur a mis beaucoup de passion dans ce jeu, donc j'ai vraiment passé de très bons moments avec. Donc sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!